Le rêve. Partie 3 du livre audio, chapitre 5. C'était une affaire, tous les 3 mois, lorsque Hubertine coulait la lessive. On louait une femme, la mère Gabet. Pendant 4 jours, les broderies en étaient oubliées, et Angélique elle-même s'en mêlait, se faisait ensuite une récréation du savonnage et du rinçage, dans les eaux claires de la chevrotte. Au sortir de la cendre, on brouettait le linge par la petite porte de communication. On vivait les journées dans le clos Marie, en plein air, en plein soleil. « Mère, cette fois, je lave. Ça m'amuse tant. » Et, secouée de rire, les manches retroussées au-dessus des coudes, brandissant le battoir, Angélique tapait de bon cœur dans la joie et la santé de cette rude besogne qui l'éclaboussait d'écume. « Ça me durcit les bras, ça me fait du bien, mère. » La chevrotte coupait le champ de biais, d'abord endormi, puis très rapide, lancé en gros bouillon sur une pente caillouteuse. Elle sortait du jardin de l'évêché par une sorte de vanne, laissée au bas de la muraille. Et, à l'autre bout, à l'angle de l'hôtel Voincourt, elle disparaissait sous une arche voûtée, s'engouffrait dans le sol pour reparaître 200 mètres plus loin, tout le long de la rue Basse, jusqu'au Lignol, où elle se jetait, de sorte qu'il fallait bien veiller sur le linge, car on pouvait courir. Toute pièce lâchée était une pièce perdue. « Mère, attendez, attendez. Je vais mettre cette grosse pierre sur les serviettes. Nous verrons si elle les emportera, la voleuse. » Elle calait la pierre, elle retournait en arracher une autre au décombre du moulin, ravie de se dépenser, de se fatiguer. Et, quand elle se meurtrissait un doigt, elle le secouait, elle disait que ce n'était rien. Dans la journée, la famille de pauvres qui se terrait sous ces ruines s'en allait à l'aumône, débandée par les routes. Le clos restait solitaire, d'une solitude délicieuse et fraîche, avec ses bouquets de saules pâles, ses hauts peupliers, son herbe surtout, son débordement d'herbes folles si vivaces qu'on y entrait jusqu'aux épaules. Un silence frissonnant venait des 2 parcs voisins, dont les grands arbres barraient l'horizon. Dès 3 heures, l'ombre de la cathédrale s'allongeait, d'une douceur recueillie, d'un parfum évaporé d'encens. Et elle battait le linge plus fort, de toute la force de son bras frais et blanc. « Mère, mère, ce que je vais manger ce soir. Ah, vous savez, vous m'avez promis une tarte aux fraises. » Mais pour cette lessive, le jour du rinçage, Angélique resta seule. La mère Gabet, souffrant d'une crise brusque de sa sciatique, n'était pas venue, et d'autres soins de ménage retenaient Hubertine au logis. Agenouillée dans sa boîte garnie de paille, la jeune fille prenait les pièces une à une, les agitait longuement jusqu'à ce que l'eau n'en fût plus troublée d'une limpidité de cristal. Elle ne se hâtait point. Elle éprouvait depuis le matin une curiosité inquiète, ayant eu l'étonnement de trouver là un vieil ouvrier en blouse grise qui dressait un léger échafaud devant la fenêtre de la chapelle Haute-Cœur. Est-ce qu'on voulait réparer le vitrail ? Il en avait bon besoin, des verres manquaient dans le Saint-Georges. D'autres, cassés au cours des siècles, étaient remplacés par de simples vitres. Pourtant, cela l'irritait. Elle était si habituée aux lacunes du saint perçant le dragon et de la fille du roi l'emmenant avec sa ceinture, qu'elle les pleurait déjà, comme si l'on avait eu le dessein de les mutiler. Il y avait sacrilège à changer de si vieilles choses. Et, tout d'un coup, lorsqu'elle revint de déjeuner, sa colère s'en alla. Un second ouvrier était sur l'échafaud, jeune celui-ci, également vêtu d'une blouse grise. Et elle l'avait reconnu. C'était lui. Gaiement, sans embarras, Angélique reprit sa place, à genoux dans la paille de sa boîte. Puis, de ses poignets nus, elle se remit à agiter le linge au fond de l'eau claire. C'était lui, grand, mince, blond, avec sa barbe fine et ses cheveux bouclés de jeune dieu, aussi blanc de peau qu'elle l'avait vu sous la blancheur de la lune. Puisque c'était lui, le vitrail n'avait rien à craindre. S'il y touchait, il l'embellirait.
et elle n'éprouvait aucune désillusion à le retrouver vêtu de cette blouse, ouvrier comme elle, peintre verrier sans doute. Cela, au contraire, la faisait sourire, dans son absolue certitude, en son rêve de royale fortune. Il n'y avait qu'apparence. À quoi bon savoir ? Un matin, il serait celui qu'il devait être. La pluie d'or ruisselait du comble de la cathédrale. Une marche triomphale éclatait dans le grondement lointain des orgues. Même elle ne se demandait pas quel chemin il prenait pour être là, de nuit et de jour. À moins d'habiter une des maisons voisines, il ne pouvait passer que par la ruelle des Gardaches qui longeait le mur de l'évêché jusqu'à la rue Magloire. Alors, une heure charmante s'écoula. Elle se penchait, elle rinçait son linge, le visage touchant presque l'eau fraîche. Mais, à chaque nouvelle pièce, elle levait la tête, jetait un coup d'œil où, dans l'émoi de son cœur, perçait une pointe de malice. Et lui, sur l'échafaud, l'air très occupé à constater l'état du vitrail, la regardait de biais, gêné dès qu'elle le surprenait ainsi tourné vers elle. C'était une chose étonnante comme il rougissait vite, le teint brusquement coloré, de très blanc qu'il était. À la moindre émotion, colère ou tendresse, tout le sang de ses veines lui montait à la face. Il avait des yeux de bataille, et il était si timide quand il la sentait l'examiner qu'il redevenait un petit enfant, embarrassé de ses mains, bégayant des ordres au vieil homme, son compagnon. Elle, ce qui l'égayait, dans cette eau dont la turbulence lui rafraîchissait les bras, était de le deviner innocent comme elle, ignorant de tout, avec la passion gourmande de mordre à la vie. On n'a pas besoin de dire à voix haute ce qui est, des messagers invisibles la portent, des bouches muettes le répètent. Elle levait la tête, le surprenait à détourner la sienne, et les minutes coulaient, et cela était délicieux. Soudain, elle le vit qui sautait de l'échafaud, puis qui s'en éloignait à reculons, au travers des herbes, comme pour prendre du champ afin de mieux voir. Mais elle faillit éclater de rire, tellement cela était clair qu'il voulait se rapprocher d'elle uniquement. Il avait mis à sauter une décision farouche d'homme qui risque tout, et la drôlerie touchante, maintenant, était qu'il restait planté à quelques pas, lui tournant le dos, n'osant se retourner, dans le mortel embarras de son action trop vive. Un instant, elle crut bien qu'il repartirait vers le vitrail, ainsi qu'il en était venu, sans un coup d'œil en arrière. Pourtant, il prit une résolution désespérée, il se retourna. Et, comme justement elle levait la tête, avec son rire malicieux, leurs regards se rencontrèrent, demeurèrent l'un dans l'autre. Ce fut, pour les deux, une grande confusion. Ils perdaient contenance. Ils n'en seraient jamais sortis s'il ne s'était produit alors un incident dramatique. « Oh, mon Dieu !» cria-t-elle, désolée. Dans son émotion, la camisole de basin qu'elle rinçait d'une main inconsciente venait de lui échapper, et le ruisseau rapide l'emportait, et, une minute encore, elle allait disparaître au coin du mur des Voincourt, sous l'arche voûtée où s'engouffrait la chevrotte. Il y eut quelques secondes d'angoisse. Il avait compris, s'était élancé, mais le courant bondissait sur les cailloux, cette diablesse de camisole courait plus vite que lui. Il se penchait, croyait la saisir, ne prenait qu'une poignée d'écume. 2 fois, il la manqua. Enfin, excité, de l'air brave dont on se jette au péril de sa vie, il entra dans l'eau. Il sauva la camisole, juste à l'instant où elle s'abîmait sous terre. Angélique, qui, jusque-là, avait suivi anxieusement le sauvetage, sentit le rire, le bon rire lui remonter des flancs. Ah, cette aventure qu'elle avait tant rêvée, cette rencontre au bord d'un lac, ce terrible danger dont la délivrait un jeune homme plus beau que le jour. Saint-Georges, le tribun, le guerrier, n'était plus que ce peintre sur verre, ce jeune ouvrier en blouse grise. Quand elle le vit revenir, les jambes trempées, tenant la camisole ruisselante d'un geste gauche, comprenant le ridicule de la passion qui l'avait mise à l'arracher des flots, elle dut se mordre les lèvres pour contenir la fusée de gaieté qui lui chatouillait la gorge. Lui s'oubliait à la regarder.
Elle était si adorable d'enfance, dans ce rire qu'elle retenait et dont sa jeunesse vibrait toute. Éclaboussée d'eau, les bras glacés par le courant, elle sentait bon la pureté, la limpidité des sources vives, jaillissant de la mousse des forêts. C'était de la santé et de la joie au grand soleil. On la devinait bonne ménagère, et reine pourtant, dans sa robe de travail, avec sa taille élancée, son visage long de fille de roi, tel qu'il en passe au fond des légendes. Et il ne savait plus comment lui rendre le linge, tellement il la trouvait belle, de la beauté d'art qu'il aimait. Cela l'enrageait davantage d'avoir l'air d'un innocent, car il s'apercevait très bien de l'effort qu'elle faisait pour ne pas rire. Il dut se décider, il lui remit la camisole. Alors, Angélique comprit que, si elle desserrait les lèvres, elle éclatait. Ce pauvre garçon, il la touchait beaucoup. Mais cela était irrésistible. Elle était trop heureuse, elle avait un besoin de rire à perdre haleine, qui la débordait. Enfin, elle crut qu'elle pouvait parler, voulut dire simplement « Merci, monsieur ». Mais le rire était revenu. Le rire la fit bégayer, lui coupa la parole. Et le rire sonnait très haut, une pluie de notes sonores qui chantaient sous l'accompagnement cristallin de la chevrotte. Lui, déconcerté, ne trouva rien, pas un mot. Son visage, si blanc, s'était brusquement empourpré. Ses yeux d'enfant timide avaient flambé, pareils à des yeux d'aigle. Et il s'en alla. Il avait disparu avec le vieil ouvrier, qu'elle riait encore, penché sur l'eau claire, s'éclaboussant de nouveau à rincer son linge dans l'éclatant bonheur de cette journée. Le lendemain, dès 6 heures, on étendit le linge dont le paquet s'égouttait depuis la veille. Justement, un grand vent s'était levé qui aidait au séchage. Même, pour que les pièces ne fussent pas emportées, on dut les fixer avec des pierres, aux 4 coins. Toute la lessive était là, étalée, très blanche parmi l'herbe verte, sentant bon l'odeur des plantes. Et le pré semblait s'être fleuri soudain de nappes neigeuses de pâquerettes. Après le déjeuner, lorsqu'elle revint donner un regard, Angélique se désespéra. La lessive entière menaçait de s'envoler, tellement les coups de vent devenaient forts dans le ciel bleu, d'une limpidité vive, comme épurée par ces grands souffles. Et, déjà, un drap avait filé. Des serviettes étaient allées se plaquer contre les branches d'un saule. Elle rattrapa les serviettes, mais, derrière elle, des mouchoirs partaient. Et personne. Elle perdait la tête. Lorsqu'elle voulut étendre le drap, elle dut se battre. Il l'étourdissait, l'enveloppait d'un claquement de drapeau. Dans le vent, elle entendit alors une voix qui disait « Mademoiselle, désirez-vous que je vous aide ?» C'était lui. Et tout de suite, elle cria, sans autre préoccupation que son souci de ménagère. « Mais, bien sûr, aidez-moi donc. Prenez le bout, là-bas. Tenez ferme. » Le drap, qu'ils étiraient de leurs bras solides, battait comme une voile. Puis, ils le posèrent sur l'herbe. Ils remirent aux 4 coins des pierres plus grosses. Et, maintenant qu'il s'affaissait, dompté, ni lui ni elle ne se relevaient, agenouillés aux 2 bouts, séparés par ce grand linge d'une blancheur éblouissante. Elle finit par sourire, mais sans malice, d'un sourire de remerciement. Il s'enhardit. « Moi, je me nomme Félicien. »« Et moi, Angélique. »« Je suis peintre verrier. On m'a chargé de réparer ce vitrail. »« J'habite là, avec mes parents, et je suis brodeuse. » Le grand vent emportait leurs paroles, les flagellait de sa pureté vivace dans le chaud soleil dont ils étaient baignés. Ils se disaient des choses qu'ils savaient pour le plaisir de se les dire. « On ne va pas le remplacer, le vitrail ?»« Non, non, la réparation ne se verra seulement pas. Je l'aime autant que vous l'aimez. »« C'est vrai, je l'aime. Il est si doux de couleur. J'en ai brodé un de Saint-Georges, mais il était moins beau. »« Oh, moins beau, je l'ai vu, si c'est le Saint-Georges de la chasuble de velours rouge que l'abbé Cornille avait dimanche. Une merveille. » Elle rougit de plaisir et lui cria brusquement « Mettez donc une pierre sur le bord du drap, à votre gauche. Le vent va nous le reprendre. » Il s'empressa, chargea le linge qui avait eu une grande palpitation, le battement d'ailes d'un oiseau captif, s'efforçant de voler encore. Et,
Comme il ne remuait plus, cette fois, tous deux se relevèrent. Maintenant, elle marchait par les étroits sentiers d'herbe entre les pièces, donnait un coup d'œil à chacune, tandis que lui la suivait, très affairé, l'air préoccupé énormément de la perte possible d'un tablier ou d'un torchon. Cela semblait tout naturel. Aussi continuait-elle de causer, racontant ses journées, expliquant ses goûts. « Moi, j'aime que les choses soient à leur place. Le matin, c'est le coucou de l'atelier qui me réveille, toujours à 6 heures, et il ne ferait pas clair que je m'habillerais. Mes bas sont ici, le savon est là, une vraie manie. Oh, je ne suis pas née comme ça, j'étais d'un désordre. Mère a dû en dire des paroles. Et à l'atelier, je ne ferais rien de bon si ma chaise n'était pas au même endroit, en face du jour. Heureusement que je ne suis ni gauchère ni droitière et que je brode des deux mains, ce qui est une grâce, car toutes n'y parviennent pas. C'est comme les fleurs que j'adore, je ne puis en garder un bouquet près de moi sans avoir des maux de tête terribles. Je supporte les violettes seule, et c'est surprenant, l'odeur m'en calme plutôt. Au moindre malaise, je n'ai qu'à respirer des violettes. Elles me soulagent. » Il l'écoutait, ravi. Il se grisait de la douceur de sa voix, qu'elle avait d'un charme extrême, pénétrante et prolongée. Et il devait être particulièrement sensible à cette musique humaine, car l'inflexion caressante sur certaines syllabes lui mouillait les yeux. « Ah !» dit-elle en s'interrompant, « voici les chemises qui sont bientôt sèches. » Puis, elle acheva ses confidences, dans le besoin naïf et inconscient de se faire connaître. « Le blanc, c'est toujours beau, n'est-ce pas ? Certains jours, j'ai assez du bleu, du rouge, de toutes les couleurs, tandis que le blanc est une joie complète dont jamais je ne me lasse. Rien n'y blesse, on voudrait s'y perdre. Nous avions un chat blanc avec des taches jaunes, et je lui avais peint ces taches. Il était très bien, mais ça n'a pas tenu. Tenez, ce que ma mère ne sait pas, je garde tous les déchets de soie blanche. J'en ai plein un tiroir, pour rien, pour le plaisir de les regarder et de les toucher de temps à autre. Et j'ai un autre secret, oh, un gros, celui-là. Quand je m'éveille, chaque matin, il y a près de mon lit quelqu'un, oui, une blancheur qui s'envole. » Il n'eut pas un doute. Il parut fermement la croire. Cela n'était-il pas simple et dans l'ordre ? Une jeune princesse ne l'aurait point conquis si vite parmi les magnificences de sa cour. Elle avait, au milieu de tout ce linge blanc, sur cette herbe verte, un grand air charmant, joyeux et souverain qui le prenait au cœur d'une étreinte grandissante. C'en était fait. Il n'y avait plus qu'elle. Il la suivrait jusqu'au bout de la vie. Elle continuait à marcher, de son petit pas rapide, en tournant parfois la tête, avec un sourire. Et il venait derrière toujours, suffoqué de ce bonheur, sans aucun espoir de l'atteindre jamais. Mais une bourrasque souffla, un vol de menu linge, des cols et des manchettes de percale, des fichus et des guimpes de batiste furent soulevés, s'abattit au loin, ainsi qu'une troupe d'oiseaux blancs roulés dans la tempête. Et Angélique se mit à courir. « Ah, mon Dieu, arrivez donc, aidez-moi donc !» Tous deux s'étaient précipités. Elle arrêta un col sur le bord de la Chevrotte. Lui, déjà, tenait 2 guimpes, retrouvées au milieu de hautes orties. Les manchettes, une à une, furent reconquises. Mais, dans leur course à toutes jambes, 3 fois, elle venait de l'effleurer, des plis envolés de sa jupe. Et, chaque fois, il avait eu une secousse au cœur, la face subitement rouge. À son tour, il la frôla en faisant un saut pour rattraper le dernier fichu qui lui échappait. Elle était restée debout, immobile, étouffant. Un trouble noyait son rire. Elle ne plaisantait plus, ne se moquait plus de ce grand garçon innocent et gauche. Qu'avait-elle donc pour n'être plus gaie et pour défaillir ainsi sous cette angoisse délicieuse ? Quand il lui tendit le fichu, leurs mains, par hasard, se touchèrent. Ils tressaillirent, ils se contemplèrent éperdus. Elle s'était reculée vivement, elle demeura quelques secondes à ne savoir que résoudre dans la catastrophe extraordinaire qui lui arrivait. Puis, tout d'un coup, affolée, elle prit sa course. Elle se sauva, les bras pleins du menu linge, abandonnant le reste.
Félicien alors voulut parler. « Oh, de grâce, je vous en prie. » Le vent redoublait, lui coupait le souffle. Désespéré, il la regardait courir, comme si ce grand vent l'eût emportée. Elle courait parmi la blancheur des draps et des nappes, dans l'or pâle du soleil oblique. L'ombre de la cathédrale semblait la prendre, et elle était sur le point de rentrer chez elle par la petite porte du jardin, sans un regard en arrière. Mais, au seuil, vivement, elle se retourna, saisie d'une bonté subite, ne voulant pas qu'il la crût trop fâchée. Et, confuse, souriante, elle cria « Merci, merci !» Était-ce de l'avoir aidé à rattraper son linge qu'elle le remerciait? Était-ce d'autre chose? Elle avait disparu, la porte se refermait. Et lui demeura seul, au milieu du champ, sous les grandes rafales régulières qui soufflaient, vivifiantes, dans le ciel pur. Les ormes de l'évêché s'agitaient avec un long bruit de houle. Une voix haute clamait au travers des terrasses et des arcs-boutants de la cathédrale. Mais il n'entendait plus que le claquement léger d'un petit bonnet noué à une branche de lilas ainsi qu'un bouquet blanc et qui était à elle. À partir de cette journée, chaque fois qu'Angélique ouvrit sa fenêtre, elle aperçut Félicien en bas dans le clos Marie. Il avait le prétexte du vitrail. Il y vivait sans que le travail avançât le moins du monde. Pendant des heures, il s'oubliait derrière un buisson, allongé sur l'herbe, guettant entre les feuilles. Et cela était très doux d'échanger un sourire matin et soir. Elle, heureuse, n'en demandait pas davantage. La lessive ne devait revenir que dans 3 mois. La porte du jardin, jusque-là, resterait close. Mais, à se voir quotidiennement, ce serait si vite passé, 3 mois. Et puis, y avait-il un bonheur plus grand que de vivre de la sorte, le jour pour le regard du soir, la nuit pour le regard du matin? Dès la première rencontre, Angélique avait tout dit, ses habitudes, ses goûts, les petits secrets de son cœur. Lui, silencieux, se nommait Félicien, et elle ne savait rien d'autre. Peut-être cela devait-il être ainsi, la femme se donnant toute, l'homme se réservant dans l'inconnu. Elle n'éprouvait aucune curiosité hâtive, elle souriait à l'idée des choses qui se réaliseraient sûrement. Puis, ce qu'elle ignorait ne comptait pas, se voir importait seule. Elle ne savait rien de lui, et elle le connaissait au point de lire ses pensées dans son regard. Il était venu, elle l'avait reconnu, et ils s'aimaient. Alors, ils jouirent délicieusement de cette possession, à distance. C'étaient sans cesse des ravissements nouveaux pour les découvertes qu'il faisait. Elle avait des mains longues, abîmées par l'aiguille, qu'il adora. Elle remarqua ses pieds minces, elle fut orgueilleuse de leur petitesse. Tout en lui la flattait. Elle lui était reconnaissante d'être beau. Elle ressentit une joie violente le soir où elle constata qu'il avait la barbe d'un blond plus cendré que les cheveux, ce qui donnait à son rire une douceur extrême. Lui s'en alla, éperdu d'ivresse, un matin qu'elle s'était penchée et qu'il avait aperçu sur son cou délicat un cygne brun. Leur cœur aussi se mettait à nu. Ils y eurent des trouvailles. Certainement, le geste dont elle ouvrait sa fenêtre, ingénue et fière, disait que, dans sa condition de petite brodeuse, elle avait l'âme d'une reine. De même, elle le sentait bon, en voyant de quel pas léger il foulait les herbes. C'était, autour d'eux, un rayonnement de qualité et de grâce, à cette heure première de leur rencontre. Chaque entrevue apportait son charme. Il leur semblait que jamais ils n'épuiseraient cette félicité de se voir. Cependant, Félicien marqua bientôt quelque impatience. Il ne restait plus allongé des heures au pied d'un buisson, dans l'immobilité d'un bonheur absolu. Dès qu'Angélique paraissait, accoudée, il devenait inquiet, tâchait de se rapprocher d'elle. Et cela finissait par la fâcher un peu, car elle craignait qu'on ne le remarquât. Un jour même, il y eut une vraie brouille. Il s'était avancé jusqu'au mur, elle dut quitter le balcon. Ce fut une catastrophe. Il en demeura bouleversé, le visage si éloquent de soumission et de prière qu'elle pardonna le lendemain en s'accoudant à l'heure habituelle.
Mais l'attente ne lui suffisait plus. Il recommença. Maintenant, il semblait être partout à la fois, dans le clos Marie qu'il emplissait de sa fièvre. Il sortait de derrière chaque tronc d'arbre. Il apparaissait au-dessus de chaque touffe de ronces. Comme les ramiers des grands ormes, il devait avoir son logis aux environs, entre deux branches. La chevrotte lui était un prétexte à vivre là, penché au-dessus du courant, où il avait l'air de suivre le vol des nuages. Un jour, elle le vit parmi les ruines du moulin, debout sur la charpente d'un hangar éventré, heureux d'être ainsi monté un peu, dans son regret de ne pouvoir voler jusqu'à son épaule. Un autre jour, elle étouffa un léger cri, en l'apercevant plus haut qu'elle, entre deux fenêtres de la cathédrale, sur la terrasse des chapelles du chœur. Comment avait-il pu atteindre cette galerie, fermée d'une porte dont le bedeau gardait la clé ? Comment, d'autres fois, le retrouva-t-elle en plein ciel, parmi les arcs-boutants de la nef et les pinacles des contreforts ? De ces hauteurs, il plongeait au fond de sa chambre, ainsi que les hirondelles volant à la pointe des clochetons. Jamais elle n'avait eu l'idée de se cacher. Et, dès lors, elle se barricada, et un trouble la prenait, grandissant, à se sentir envahie, à être toujours deux. Si elle n'avait pas de hâte, pourquoi donc son cœur battait-il si fort, comme le bourdon du clocher en plein branle des grandes fêtes ? 3 jours se passèrent, sans qu'Angélique se montrât, effrayée de l'audace croissante de Félicien. Elle se jurait de ne plus le revoir, elle s'excitait à le détester, mais il lui avait donné de sa fièvre. Elle ne pouvait rester en place, tous les prétextes lui étaient bons à lâcher la chasuble qu'elle brodait. Aussi, ayant appris que la mère Gabet gardait le lit, dans le plus profond dénuement, alla-t-elle la visiter chaque matin. C'était rue des Orfèvres même, à 3 portes. Elle arrivait avec du bouillon, du sucre, elle redescendait acheter des médicaments chez le pharmacien de la Grand-Rue. Et, un jour qu'elle remontait, portant des paquets et des fioles, elle eut le saisissement de trouver Félicien au chevet de la vieille femme malade. Il devint très rouge, il s'esquiva gauchement. Le jour suivant, comme elle partait, il se présenta de nouveau. Elle lui laissa la place, mécontente. Voulait-il donc l'empêcher de voir ses pauvres ? Justement, elle était prise d'une de ces crises de charité qui lui faisaient se donner toute pour combler ceux qui n'avaient rien. Son être se fondait de fraternité pitoyable à l'idée de la souffrance. Elle courait chez le père Mascar, un aveugle paralytique de la rue Basse, à qui elle faisait manger elle-même l'assiété de soupe qu'elle lui apportait. Chez les Chouteau, l'homme et la femme, 2 vieux de 90 ans, qui occupaient une cave de la rue Magloire, où elle avait emménagé d'anciens meubles, pris dans le grenier des Hubert. Chez d'autres encore, chez tous les misérables du quartier qu'elle entretenait en cachette des choses traînant autour d'elle, heureuse de les surprendre et de les voir rayonner pour quelque reste de la veille. Et voilà que, chez tous, désormais, elle rencontrait Félicien. Jamais elle ne l'avait tant vu, elle qui évitait de se mettre à la fenêtre, de crainte de le revoir. Son trouble grandissait, elle se croyait très en colère. Dans cette aventure, le pis, vraiment, fut qu'Angélique bientôt désespéra de sa charité. Ce garçon lui gâtait la joie d'être bonne. Auparavant, il avait peut-être d'autres pauvres, mais pas ceux-là, car il ne les visitait point, et il avait dû la guetter, monter derrière elle pour les connaître et les lui prendre ainsi l'un après l'autre. Maintenant, chaque fois qu'elle arrivait chez les Chouteau avec un petit panier de provisions, il y avait des pièces blanches sur la table. Un jour qu'elle courait porter 10 sous, ses économies de toute la semaine, au père Mascar, qui pleurait sans cesse, misère pour son tabac, elle le trouva riche d'une pièce de 20 francs, luisante comme un soleil. Même un soir qu'elle rendait visite à la mère Gabet, celle-ci la pria de descendre lui changer un billet de banque. Et quel crève-cœur de constater son impuissance, elle qui manquait d'argent, lorsque lui, si aisément, vidait sa bourse. Certes, elle était heureuse de l'aubaine pour ces pauvres, mais elle n'avait plus de bonheur à donner, triste de donner si peu lorsqu'un autre donnait tant. Le maladroit, ne comprenant pas, croyant la conquérir, cédait à un besoin de largesse attendrie, lui tuait ses aumônes. Sans compter
qu'elle devait subir ces éloges chez tous les misérables. Un jeune homme si bon, si doux, si bien élevé. Il ne parlait plus que de lui, ils étalaient ses dons comme pour mépriser les siens. Malgré son serment de l'oublier, elle les questionnait sur son compte. Qu'avait-il laissé? Qu'avait-il dit? Et il était beau, n'est-ce pas? Et tendre, et timide. Peut-être osait-il parler d'elle? Ah, bien sûr, il en parlait toujours. Alors, elle l'exécrait décidément, car elle finissait par en avoir trop lourd sur le cœur. Enfin, les choses ne pouvaient continuer de la sorte. Et, un soir de mai, par un crépuscule souriant, la catastrophe éclata. C'était chez les Lemballeuses, la nichée de pauvresse qui se terrait dans les décombres du vieux moulin. Il n'y avait là que des femmes, la mère Lemballeuse, une vieille couturier de rides, Tiennette, la fille aînée, une grande sauvagesse de 20 ans, ses 2 petites sœurs, Rose et Jeanne, les yeux hardis déjà sous leurs tignasses rousses. Toutes 4 mendiaient par les routes, le long des fossés, rentraient à la nuit, les pieds cassés de fatigue, dans leurs savates que rattachaient des ficelles. Et justement, ce soir-là, Tiennette, ayant achevé de laisser les siennes parmi les cailloux, était revenue blessée, les chevilles en sang. Assise devant leur porte, au milieu des hautes herbes du clos Marie, elle s'arrachait de la chair des épines, tandis que la mère et les 2 petites autour d'elle se lamentaient. À ce moment, Angélique arriva, cachant sous son tablier le pain qu'elle leur donnait chaque semaine. Elle s'était échappée par la petite porte du jardin et l'avait laissée ouverte derrière elle, car elle comptait rentrer en courant. Mais la vue de toute la famille en larmes l'arrêta. « Quoi donc? Qu'avez-vous » ? « Ah, ma bonne demoiselle, gémit la mère Lemballeuse, voyez dans quel état cette grande bête s'est mise. Demain, elle ne pourra pas marcher. C'est une journée fichue. Faudrait des souliers. » Les yeux flambants sous leurs crinières, Rose et Jeanne redoublèrent de sanglots en criant d'une voix aiguë. « Faudrait des souliers! Faudrait des souliers !» Tiennette avait levé à demi sa tête maigre et noire. Puis, farouche, sans une parole, elle s'était fait saigner encore, acharnée sur une longue écharde à l'aide d'une épingle. Émue, Angélique donna son aumône. « Voilà toujours un pain. »« Oh, du pain, reprit la mère. Sans doute, il en faut, mais elle ne marchera pas avec du pain, bien sûr. Et c'est la foire à Bligny, une foire où elle fait tous les ans plus de 40 sous. Bon Dieu de bon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir ?» La pitié et l'embarras rendirent Angélique muette. Elle avait 5 sous tout ronds dans sa poche. Avec 5 sous, on ne pouvait guère acheter des souliers, même d'occasion. Chaque fois, son manque d'argent la paralysait, et, à cette minute, ce qui acheva de la jeter hors d'elle, ce fut, comme elle détournait les yeux, d'apercevoir Félicien debout à quelques pas dans l'ombre croissante. Il avait dû entendre, peut-être se trouvait-il là depuis longtemps. C'était toujours ainsi qu'il lui apparaissait, sans qu'elle sût jamais par où ni comment il était venu. « Il va donner les souliers, » pensa-t-elle. En effet, il s'avançait déjà. Dans le ciel violâtre naissaient les premières étoiles. Une grande paix tiède tombait de haut, endormait le clos Marie, dont les saules se noyaient d'ombre. La cathédrale n'était plus qu'une barre noire sur le couchant. Pour sûr, il va donner les souliers. Et elle en éprouvait un véritable désespoir. Il donnerait donc tout, pas une fois elle ne le vaincrait. Son cœur battait à se rompre. Elle aurait voulu être très riche, pour lui montrer qu'elle aussi faisait des heureux. Mais les Lemballeuses avaient vu le bon monsieur. La mère s'était précipitée, les 2 petites sœurs geignaient, la main tendue, tandis que la grande, lâchant ses chevilles sanglantes, regardait de ses yeux obliques. « Écoutez, ma brave femme, dit Félicien, vous irez dans la grande-rue, au coin de la rue Basse. » Angélique avait compris. La boutique d'un cordonnier était là. Elle l'interrompit vivement, si agitée qu'elle bégayait des mots au hasard. « En voilà une course inutile. À quoi bon? Il est bien plus simple. » Et elle ne la trouvait pas, cette chose plus simple. Que faire? Qu'inventer pour le devancer dans son aumône? Jamais elle n'aurait cru le détester à ce point. « Vous direz que vous venez de ma part, reprit Félicien. Vous demanderez… » De nouveau,
elle l'interrompit, répétant d'un air anxieux. « Il est bien plus simple, il est bien plus simple. » Tout d'un coup, calmée, elle s'assit sur une pierre, dénoua ses souliers, les ôta les bas eux-mêmes, d'une main vive. « Tenez, c'est si simple, pourquoi se déranger ?»« Ah, ma bonne demoiselle, Dieu vous le rende !» s'écria la mère Lamballeuse en examinant les souliers presque tout neufs. « Je les fendrai dessus pour qu'ils aillent. »« Tiennette, remercie, grande bête !» Tiennette arrachait des mains de Rose et de Jeanne les bas que celle-ci convoitait. Elle ne desserra pas les lèvres. Mais, à ce moment, Angélique s'aperçut qu'elle avait les pieds nus et que Félicien les voyait. Une confusion l'envahit, elle n'osait plus bouger, certaine que, si elle se levait, il les verrait davantage. Puis, elle s'alarma, perdit la tête, se mit à fuir. Dans l'herbe, ses petits pieds couraient, très blancs. La nuit s'était accrue encore. Le Clos Marie devenait un lac d'ombre entre les grands arbres voisins et la masse noire de la cathédrale. Et il n'y avait, au ras des ténèbres du sol, que la fuite des petits pieds blancs, du blanc satiné des colombes. Effrayée, ayant peur de l'eau, Angélique suivit la chevrotte pour gagner la planche qui servait de pont. Mais Félicien avait coupé au travers des broussailles. Si timide jusqu'alors, il était devenu plus rouge qu'elle à voir ses pieds blancs, et une flamme le poussait. Il aurait voulu crier la passion qu'il avait possédée tout entier, dès le premier jour, dans le débordement de sa jeunesse. Puis, quand elle le frôla, il ne put que balbutier l'aveu dont ses lèvres brûlaient. « Je vous aime. » Éperdue, elle s'était arrêtée. Un instant, toute droite, elle le regarda. Sa colère, la haine qu'elle croyait avoir, s'en allait, se fondait en un sentiment d'angoisse délicieuse. Qu'avait-il dit pour qu'elle en fût bouleversée de la sorte? Il l'aimait, elle le savait, et voilà que le mot murmuré à son oreille la confondait d'étonnement et de crainte. Lui, enhardi, le cœur ouvert, rapproché du sien par la charité complice, répéta « Je vous aime ». Et elle se remit à fuir, dans sa peur de l'amant. La chevrotte ne l'arrêta plus. Elle y entra comme les biches poursuivies. Ses petits pieds blancs y coururent parmi les cailloux sous le frisson de l'eau glacée. La porte du jardin se referma. Ils disparurent. Chapitre 6. Pendant 2 jours, Angélique fut accablée de remords. Dès qu'elle était seule, elle pleurait, comme si elle eût commis une faute. Et la question, d'une obscurité alarmante, renaissait toujours. Avait-elle péché avec ce jeune homme? Était-elle perdue, ainsi que ces vilaines femmes de la légende qui cèdent au diable? Les mots, murmurés si bas, « Je vous aime », retentissaient d'un tel fracas à son oreille qu'il venait pour sûr de quelque terrible puissance cachée au fond de l'invisible. Mais elle ne savait pas, elle ne pouvait savoir, dans l'ignorance et la solitude où elle avait grandi. Avait-elle péché avec ce jeune homme? Et elle tâchait de bien se rappeler les faits, elle discutait les scrupules de son innocence. Qu'était-ce donc que le péché? Suffisait-il de se voir, de causer, de mentir ensuite aux parents? Cela ne devait pas être tout le mal. Alors pourquoi suffoquait-elle ainsi? Pourquoi, si elle n'était pas coupable, se sentait-elle devenir autre, agitée d'une âme nouvelle? Peut-être le péché poussait-il là, dans ce malaise sourd dont elle défaillait? Elle avait plein le cœur de choses vagues, indéterminées, toute une confusion de paroles et d'actes à venir dont elle s'effarait avant de comprendre. Un flot de sang lui empourprait les joues, elle entendait éclater les mots terrifiants « Je vous aime ». Et elle ne raisonnait plus, elle se remettait à sangloter, doutant des faits, craignant la faute au-delà, dans ce qui n'avait pas de nom et pas de forme. Son grand tourment était de ne s'être pas confiée à Hubertine. Si elle avait pu l'interroger, celle-ci, d'un mot sans doute, lui aurait révélé le mystère. Puis, il lui semblait que parler seulement à quelqu'un de son mal l'aurait guéri.
Mais le secret était devenu trop gros. Elle serait morte de honte. Elle se faisait ruser, affectait des airs tranquilles lorsqu'il y avait tempête au fond de son être. Quand on l'interrogeait sur ses distractions, elle levait les yeux surpris en répondant qu'elle ne pensait à rien. Assise devant son métier, les mains machinales tirant l'aiguille, très sage, elle était ravagée par une pensée unique du matin au soir. Être aimée, être aimée. Et elle, à son tour, aimait-elle ? Question obscure encore, celle-ci, que son ignorance laissait sans réponse. Elle se la répétait jusqu'à s'étourdir. Les mots perdaient leur sens usuel, tout coulait à une sorte de vertige qui l'emportait. D'un effort, elle se reprenait, elle se retrouvait, l'aiguille à la main, brodait quand même avec son application accoutumée dans un rêve. Peut-être couvait-elle quelque grande maladie. Un soir, en se couchant, elle fut saisie d'un frisson. Elle crut qu'elle ne se relèverait pas. Son cœur battait à se rompre, ses oreilles s'emplissaient d'un bourdonnement de cloches. Aimait-elle ou allait-elle mourir ? Et elle souriait paisiblement à Hubertine, qui, en train de cirer son fil, l'examinait, inquiète. D'ailleurs, Angélique avait fait le serment de ne jamais revoir Félicien. Elle ne se risquait plus parmi les herbes folles du Clos Marie, elle ne visitait même plus ses pauvres. Sa peur était qu'il ne se passât quelque chose d'effrayant le jour où ils se retrouveraient face à face. Dans sa résolution entrait en outre une idée de pénitence pour se punir du péché qu'elle avait pu commettre. Aussi, les matins de rigidité se condamnait-elle à ne pas jeter un seul coup d'œil par la fenêtre, de crainte d'apercevoir, au bord de la chevrotte, celui qu'elle redoutait. Et si, tentée, elle regardait et qu'il ne fût pas là, elle en était toute triste jusqu'au lendemain. Or, un matin, Hubert ordonnait une dalmatique lorsqu'un coup de sonnette le fit descendre. Ce devait être un client, quelque commande sans doute, car Hubertine et Angélique entendaient le bourdonnement des voix par la porte de l'escalier restée ouverte. Puis elles levèrent la tête, très surprises. Des pas montaient, le brodeur amenait le client, ce qui n'arrivait jamais. Et la jeune fille demeura saisie en reconnaissant Félicien. Il était mis simplement en ouvrier d'art dont les mains sont blanches. Puisqu'elle n'allait plus à lui, il venait à elle, après des journées d'attente vaine et d'incertitude anxieuse, passées à se dire qu'elle ne l'aimait donc pas. « Tiens, mon enfant, voici qui te regarde, » expliqua Hubert. « Monsieur vient nous commander un travail exceptionnel. Et, ma foi, pour en causer tranquillement, j'ai préféré le recevoir ici. C'est à ma fille, monsieur, qu'il faut montrer votre dessin. » Ni lui ni Hubertine n'avaient le moindre soupçon. Ils s'approchèrent seulement avec curiosité pour voir. Mais Félicien était, comme Angélique, étranglé d'émotion. Ses mains tremblaient lorsqu'il déroula le dessin, et il dut parler lentement afin de cacher le trouble de sa voix. « C'est une mitre pour monseigneur. Oui, des dames de la ville qui veulent lui faire ce cadeau m'ont chargé d'en dessiner les pièces et d'en surveiller l'exécution. Je suis peintre verrier, mais je m'occupe beaucoup aussi d'art ancien. Vous voyez, je n'ai fait que reconstituer une mitre gothique. » Angélique, penchée sur la grande feuille qu'il posait devant elle, eut une exclamation légère. « Oh, Sainte Agnès !» C'était, en effet, la martyre de 13 ans, la Vierge nue et vêtue de ses cheveux, d'où ne sortaient que ses petits pieds et ses petites mains, telle qu'elle était sur son pilier à une des portes de la cathédrale, telle surtout qu'on la retrouvait à l'intérieur dans une vieille statue de bois, anciennement peinte, aujourd'hui d'un blond fauve, toute dorée par l'âge. Elle occupait la face entière de la mitre. Debout, ravie au ciel, emportée par 2 anges, et au-dessous d'elle, un paysage très lointain, très fin, s'étendait. Le revers et les barbes étaient enrichis d'ornements lancéolés d'un beau style. « Ces dames, reprit Félicien, font le cadeau pour la procession du miracle, et j'ai naturellement cru devoir choisir Sainte Agnès. »
L'idée est excellente, interrompit Hubert. Hubertine dit à son tour « Monseigneur sera très touché ». La procession du miracle, qui se faisait chaque année le 28 juillet, datait de Jean V d'Hautecœur, en remerciement du pouvoir miraculeux de guérir que Dieu lui avait envoyé, à lui et à sa race, pour sauver Beaumont de la peste. La légende contait que les Hautecœur devaient ce pouvoir à l'intervention de sainte Agnès, dont ils étaient fort dévots. Et de là l'usage antique, à la date anniversaire, de sortir la vieille statue de la sainte que l'on promenait solennellement au travers des rues de la ville, dans la pieuse croyance qu'elle continuait à en écarter tous les maux. « Pour la procession du miracle, » murmura enfin Angélique, les yeux sur le dessin. « Mais c'est dans 20 jours. Jamais nous n'aurons le temps. » Les Hubert hochèrent la tête. En effet, un pareil travail demandait des soins infinis. Hubertine, cependant, se tourna vers la jeune fille. « Je pourrais t'aider, je me chargerai des ornements et tu n'aurais à faire que la figure. » Angélique examinait toujours la sainte, dans son trouble. Non, non, elle refusait. Elle se défendait contre la douceur d'accepter. Ce serait très mal d'être complice, car, sûrement, Félicien mentait. Elle sentait bien qu'il n'était pas pauvre, qu'il se cachait sous ce vêtement d'ouvrier, et cette simplicité jouée, toute cette histoire pour pénétrer jusqu'à elle, la mettait en garde, amusée et heureuse au fond, le transfigurant, voyant le royal prince qu'il devait être, dans l'absolue certitude où elle vivait, de la réalisation entière de son rêve. « Non, répéta-t-elle à demi-voix, nous n'aurions pas le temps. » Et, sans lever les yeux, elle continua, comme se parlant à elle-même. « Pour la sainte, on ne peut employer ni le passé, ni la guipure. Ce serait indigne. Il faut une broderie en or nué. »« Justement, dit Félicien, je songeais à cette broderie. Je savais que mademoiselle en avait retrouvé le secret. On en voit encore un assez beau fragment à la sacristie. » Hubert se passionna. « Oui, oui, il est du XVe siècle. Il a été brodé par une de mes arrière-grand-mères. De l'or nué, ah, il n'y avait pas de plus beau travail, monsieur. Mais il demandait trop de temps, il coûtait trop cher. Puis il exigeait de vrais artistes. Voici 200 ans que ce travail ne se fait plus. Et si ma fille refuse, vous pouvez y renoncer, car elle seule aujourd'hui est capable de l'entreprendre. Je n'en connais pas d'autre, ayant la finesse nécessaire de l'œil et de la main. » Hubertine, depuis qu'on parlait de l'or nué, était devenue respectueuse. Elle ajouta, convaincue. « En 20 jours, en effet, c'est impossible. Il y faut une patience de fée. » Mais, à regarder fixement la sainte, Angélique venait de faire une découverte qui noyait de joie son cœur. Agnès lui ressemblait. En dessinant l'antique statue, Félicien certainement songeait à elle, et cette pensée qu'elle était ainsi toujours présente, qu'il la revoyait partout, amollissait sa résolution de l'éloigner. Elle leva le front enfin, elle l'aperçut tremblant, les yeux mouillés d'une supplication si ardente qu'elle fut vaincue. Seulement, par cette malice, cette science naturelle qui vient aux filles, même quand elles ignorent tout, elle ne voulut pas avoir l'air de consentir. « C'est impossible, répéta-t-elle en rendant le dessin. Je ne le ferai pour personne. » Félicien eut un geste de véritable désespoir. C'était lui qu'elle refusait. Il croyait le comprendre. Il partait. Il dit encore à Hubert. « Quant à l'argent, tout ce que vous auriez demandé, ces dames mettraient jusqu'à 2000 francs. » Certes, le ménage n'était pas intéressé. Et pourtant, ce gros chiffre l'émotionna. Le mari avait regardé la femme. Était-ce fâcheux de laisser aller une commande si avantageuse ? « 2000 francs, reprit Angélique de sa voix douce. 2000 francs, monsieur. » Et elle, pour qui l'argent ne comptait pas, retenait un sourire, un taquin sourire qui pinçait à peine les coins de sa bouche, s'égayant de ne point paraître céder au plaisir de le voir et de lui donner d'elle une opinion fausse. « Oh, 2000 francs, monsieur, j'accepte. Je ne le ferai pour personne, mais du moment qu'on est décidé à payer, s'il le faut, je passerai les nuits. »
Hubert et Hubertine alors voulurent refuser à leur tour, de crainte qu'elle ne se fatiguât trop. « Non, non, on ne peut pas renvoyer l'argent qui vient. Comptez sur moi. Votre mitre sera prête, la veille de la procession. » Félicien laissa le dessin et se retira, le cœur navré, sans trouver le courage de donner des explications nouvelles pour s'attarder encore. Elle ne l'aimait certainement pas. Elle avait affecté de ne point le reconnaître et de le traiter en client ordinaire, dont l'argent seul est bon à prendre. D'abord, il s'emporta, il l'accusa d'avoir l'âme basse. Tant mieux, c'était fini. Il ne penserait plus à elle. Puis, comme il y pensait toujours, il finit par l'excuser. Ne vivait-elle pas de son travail? Ne devait-elle pas gagner son pain? 2 jours après, il fut très malheureux. Il se remit à rôder, malade de ne point la voir. Elle ne sortait plus, elle ne paraissait même plus aux fenêtres. Et il en était à se dire que, si elle ne l'aimait pas, si elle n'aimait que le gain, lui, chaque jour, l'aimait davantage, comme on aime l'amour à 20 ans, sans raison, au hasard du cœur, pour la joie et la douleur d'aimer. Un soir, il l'avait vue, et c'en était fait. Maintenant, c'était celle-ci, et non une autre. Quelle qu'elle fût, mauvaise ou bonne, laide ou jolie, pauvre ou riche, il allait en mourir, s'il ne l'avait point. Le 3e jour, sa souffrance devint telle que, malgré son serment d'oublier, il retourna chez les Hubert. En bas, quand il eut sonné, il fut encore reçu par le brodeur qui, devant l'obscurité de ses explications, se décida à le faire monter de nouveau. « Ma fille, monsieur désire t'expliquer des choses que je ne comprends pas très bien. » Alors Félicien balbutia. « Si ça ne gêne pas trop, mademoiselle, j'aimerais à me rendre compte. Ces dames m'ont recommandé de suivre en personne le travail, à moins pourtant que je ne dérange. » Angélique, en le voyant paraître, avait senti son cœur battre violemment, jusque dans sa gorge. Il l'étouffait, mais elle l'apaisa d'un effort. Le sang n'en monta même pas à ses joues. Et ce fut très calme, l'air indifférent, qu'elle répondit. « Oh, rien ne me dérange, monsieur. Je travaille aussi bien devant le monde. Le dessin est de vous. Il est naturel que vous en suiviez l'exécution. » Décontenancé, Félicien n'aurait point osé s'asseoir sans l'accueil d'Hubertine qui souriait de son grave sourire à ce bon client. Tout de suite, elle se remit au travail, penchée sur le métier, où elle brodait en lit pur les ornements gothiques du revers de la mitre. De son côté, Hubert venait de décrocher de la muraille une bannière terminée, encollée, qui depuis 2 jours y séchait et qu'il voulait détendre. Personne ne parla plus. Les 2 brodeuses et le brodeur travaillaient comme si personne ne se fût trouvé là. Et le jeune homme s'apaisa un peu au milieu de cette grande paix. 3 heures sonnaient, l'ombre de la cathédrale s'allongeait déjà, un demi-jour fin entrait par la fenêtre large ouverte. C'était l'heure crépusculaire, qui commençait dès midi pour la petite maison, fraîche et verdissante, au pied du colosse. On entendit un bruit léger de souliers sur les dalles, un pensionnat de fillettes qu'on menait à confesse. Dans l'atelier, les vieux outils, les vieux murs, tout ce qui restait là immuable, semblait dormir du sommeil des siècles. Et il en venait aussi beaucoup de fraîcheur et de calme. Un grand carré de lumière blanche, égale et pure, tombait sur le métier où se courbaient les brodeuses avec leurs délicats profils dans le reflet fauve de l'or. « Mademoiselle, je voulais vous dire, » commença Félicien gêné, sentant qu'il devait motiver sa venue. « Je voulais vous dire que, pour les cheveux, l'or me semblait préférable à la soie. » Elle avait levé la tête. Le rire de ses yeux signifia clairement qu'il aurait pu ne pas se déranger s'il n'avait point d'autre recommandation à faire. Et elle se pencha de nouveau en répondant d'une voix doucement moqueuse. « Sans doute, monsieur. » Il fut très sot. Il remarqua seulement alors que, justement, elle travaillait aux cheveux. Devant elle était le dessin qu'il avait fait, mais lavé de teintes d'aquarelle, rehaussé d'or, d'une douceur de ton d'ancienne miniature, pâlie dans un livre d'heures. Et elle copiait cette image avec une patience et une adresse d'artiste peignant à la loupe.
Après l'avoir reproduite d'un trait un peu gros sur du satin blanc, fortement tendu, doublé d'une toile solide, elle avait couvert le satin de fils d'or lancés de gauche à droite, arrêtés aux deux bouts simplement, libres et se touchant tous. Puis, se servant de ces fils comme d'une trame, elle les écartait de la pointe de son aiguille pour retrouver dessous le dessin. Elle suivait ce dessin, cousait les fils d'or de points de soie en travers, qu'elle assortissait aux nuances du modèle. Dans les parties d'ombre, la soie cachait complètement l'or. Dans les demi-teintes, les points s'espaçaient de plus en plus, et les lumières étaient faites de l'or seul, laissé à découvert. C'était l'or nué, le fond d'or que l'aiguille nuançait de soie, un tableau aux couleurs fondues, comme chauffé dessous par une gloire d'un éclat mystique. « Ah !» dit brusquement Hubert, qui commençait à détendre la bannière en dévidant sur ses doigts la ficelle du trélissage. Le chef-d'œuvre d'une brodeuse, autrefois, était d'or nué. Elle devait faire, comme il est écrit dans les statuts, une image seule qui est d'or nué d'un demi-tiers de haut. Tu aurais été reçue, Angélique. Et le silence retomba. Pour les cheveux, dérogeant à la règle, Angélique avait eu la même idée que Félicien, celle de ne point employer de soie, de recouvrir l'or avec de l'or. Et elle manœuvrait 10 aiguillets d'or à passer, de tons différents, depuis l'or rouge sombre des brasiers qui meurent, jusqu'à l'or jaune pâle des forêts d'automne. Agnès, du col aux chevilles, se vêtait ainsi d'un ruissellement de cheveux d'or. Le flot partait de la nuque, couvrait les reins d'un épais manteau, débordait devant, par-dessus les épaules, en 2 ondes qui, rejointes sous le menton, coulaient jusqu'aux pieds. Une chevelure du miracle, une toison fabuleuse, aux boucles énormes, une robe tiède et vivante, parfumée de nudité pure. Ce jour-là, Félicien ne sut que regarder Angélique brodant les boucles à poings fendus dans le sens de leur enroulement. Et il ne se lassait pas de voir les cheveux croître et flamber sous son aiguille. Leur profondeur, le grand frisson qui les déroulait d'un coup, le troublait. Hubertine, en train de coudre des paillettes, cachant le fil à chacune avec un grain de frisure, se tournait de temps à autre, l'enveloppait de son calme regard, quand elle devait jeter au bourriquet quelques paillettes mal faites. Hubert, qui avait retiré les lattes pour découdre la bannière des ensubles, achevait de la plier soigneusement. Et Félicien, dont le silence augmentait l'embarras, finit par comprendre qu'il devait avoir la sagesse de partir, puisqu'il ne retrouvait aucune des observations qu'il s'était promis de faire. Il se leva, il bégaya. « Je reviendrai. J'ai si mal reproduit le dessin charmant de la tête que vous aurez peut-être besoin de mes indications. » Angélique posa sur les siens ses grands yeux clairs, tranquillement. « Non, non. Mais revenez, monsieur, revenez, si l'exécution vous inquiète. » Il s'en alla, heureux de la permission, désolé de cette froideur. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimerait jamais. C'était décidé. À quoi bon alors? Et le lendemain, et les jours suivants, il revint à la fraîche maison de la rue des Orfèvres. Les heures qu'il n'y passait pas étaient abominables, ravagées de son combat intérieur, torturé d'incertitude. Il ne se calmait que près de la brodeuse, même résigné à ne pas lui plaire, consolé de tout, pourvu qu'elle fût présente. Chaque matin, il arrivait, parlait du travail, s'asseyait devant le métier, comme si sa présence eût été nécessaire. Et cela l'enchantait de retrouver son fin profil immobile, baigné de la clarté blonde de ses cheveux, de suivre le jeu agile de ses petites mains souples, se débrouillant au milieu des longues aiguillées. Elle était très simple, elle le traitait maintenant en camarade. Pourtant, il sentait toujours entre eux des choses qu'elle ne disait pas et dont son cœur à lui s'angoissait. Elle levait parfois la tête, avec son air de moquerie, les yeux impatients et interrogateurs. Puis, en le voyant s'effarer, elle redevenait très froide. Mais Félicien avait découvert un moyen de la passionner dont il abusait.
c'était de lui parler de son art, des anciens chefs-d'œuvre de broderie qu'il avait vus, conservés dans les trésors des cathédrales ou gravés dans les livres. Des chapes superbes, la chape de Charlemagne en soie rouge, avec de grands aigles aux ailes éployées, la chape de Sion, que décore tout un peuple de figures saintes. Une dalmatique qui passe pour la plus belle pièce connue, la dalmatique impériale, où est célébrée la gloire de Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel, la transfiguration, le jugement dernier, dont les nombreux personnages sont brodés de soie nuancée, d'or et d'argent. Un arbre de Jessé aussi, un orfroie de soie sur satin qui semble détaché d'un vitrail du XVe siècle. Abraham en bas, David, Salomon, la Vierge, Marie, puis en haut Jésus. Et des chasubles admirables, la chasuble d'une simplicité si grande, le Christ en croix, saignant, éclaboussé de soie rouge sur le drap d'or, ayant à ses pieds la Vierge soutenue par saint Jean. La chasuble de Nintré enfin, où l'on voit Marie assise en majesté, les pieds chaussés, tenant l'enfant nu sur ses genoux. D'autres merveilles défilaient, vénérables par leur grand âge, d'une foi, d'une naïveté dans la richesse, perdue de nos jours, gardant des tabernacles l'odeur d'encens et la mystique lueur de l'or pâli. « Ah !» soupirait Angélique, « c'est fini, ces belles choses. On ne peut pas seulement retrouver les tons. » Et, les yeux luisants, elle s'arrêtait de travailler quand il lui contait l'histoire des grandes brodeuses et des grands brodeurs d'autrefois, Simone de Gaulle, Colin Joly, dont les noms ont traversé les âges. Puis, tirant de nouveau l'aiguille, elle en restait transfigurée. Elle gardait au visage le rayonnement de sa passion d'artiste. Jamais elle ne lui semblait plus belle, si enthousiaste, si virginale, brûlant d'une flamme pure dans l'éclat de l'or et de la soie, avec son application profonde, son travail de précision, les points menus où elle mettait toute son âme. Elle cessait de parler, il la contemplait, jusqu'à ce que, réveillée par le silence, elle s'aperçut de la fièvre où il la jetait. Elle en était confuse comme d'une défaite. Elle rattrapait son calme indifférent, la voix fâchée. « Bon, voilà encore mes soies qui s'en mêlent. Mère, ne remuez donc pas !» Hubertine, qui n'avait point bougé, souriait, tranquille. Elle s'était inquiétée d'abord des assiduités du jeune homme. Elle en avait causé un soir avec Hubert en se couchant. Mais ce garçon ne leur déplaisait pas. Il demeurait très convenable. Pourquoi se serait-il opposé à des entrevues d'où pouvait sortir le bonheur d'Angélique ? Elle laissait donc aller les choses, qu'elle surveillait de son air sage. D'ailleurs, elle-même, depuis quelques semaines, vivait le cœur gros des tendresses vaines de son mari. C'était le mois où ils avaient perdu leur enfant, et chaque année, à cette date, ramenait chez eux les mêmes regrets, les mêmes désirs. Lui, tremblant à ses pieds, brûlant de se croire pardonnée enfin, elle, aimante et désolée, se donnant toute, désespérant de fléchir le sort. Ils n'en parlaient point, n'en échangeaient pas un baiser de plus devant le monde. Mais ce redoublement d'amour sortait du silence de leur chambre, se dégageait de leur personne au moindre geste, à la façon dont leurs regards se rencontraient, s'oubliaient une seconde l'un dans l'autre. Une semaine s'écoula, le travail de la mitre avançait. Ces entrevues quotidiennes avaient pris une grande douceur familière. « Le front très haut, n'est-ce pas ? Sans trace de sourcils. »« Oui, très haut, et pas une ombre, comme dans les miniatures du temps. »« Passez-moi la soie blanche. »« Attendez, je vais les filer. » Il l'aidait, c'était un apaisement que cet ouvrage à deux. Cela les mettait dans la réalité de tous les jours. Sans qu'un mot d'amour fût prononcé, sans même qu'un frôlement volontaire rapprochât leurs doigts, le lien se resserrait à chaque heure. « Père, que fais-tu donc ? On ne t'entend plus. » Elle se tournait, apercevait le brodeur, les mains occupées à charger une broche, les yeux tendres fixés sur sa femme. « Je donne de l'or à ta mère. » Et, de la broche apportée, du remerciement muet d'Hubertine, du continuel empressement d'Hubert autour d'elle, un souffle tiède de caresses se dégageait, enveloppait Angélique et Félicien, penchés de nouveau sur le métier. L'atelier lui-même,
l'antique pièce avec ses vieux outils, sa paix d'un autre âge, était complice. Il semblait si loin de la rue, reculé au fond du rêve, dans ce pays des bonnes âmes où règne le prodige, la réalisation aisée de toutes les joies. Dans 5 jours, la mitre devait être livrée, et Angélique, certaine d'avoir fini, de gagner même 24 heures, respira, s'étonna de trouver Félicien si près d'elle, accoudé au tréteau. Ils étaient donc camarades ? Elle ne se défendait plus contre ce qu'elle sentait de conquérant en lui, elle ne souriait plus de malice à tout ce qu'il cachait et qu'elle devinait. Qu'était-ce donc qu'il avait endormi dans son attente inquiète ? Et l'éternelle question revint, la question qu'elle se posait chaque soir à son coucher. L'aimait-elle ? Pendant des heures, au fond de son grand lit, elle avait retourné les mots, cherchant des sens qui lui échappaient. Brusquement, cette nuit-là, elle sentit son cœur se fendre. Elle fondit en larmes, la tête dans l'oreiller, pour qu'on ne l'entendît point. Elle l'aimait. Elle l'aimait, à en mourir. Pourquoi ? Comment ? Elle n'en savait. Elle n'en saurait jamais rien. Mais elle l'aimait. Tout son être le criait. La clarté s'était faite. L'amour éclatait comme la lumière du soleil. Elle pleura longtemps, pleine d'une confusion et d'un bonheur inexprimable, reprise du regret de ne s'être pas confiée à Hubertine. Son secret l'étouffait, et elle fit un grand serment, celui de redevenir de glace pour Félicien, de souffrir tout plutôt que de lui laisser voir sa tendresse. L'aimer sans le dire, c'était la punition, l'épreuve qui devait racheter la faute. Elle en souffrait délicieusement, elle songeait aux martyrs de la légende, il lui semblait qu'elle était leur sœur, à se flageller ainsi, et que sa gardienne Agnès la regardait avec des yeux tristes et doux. Le lendemain, Angélique acheva la mitre. Elle avait brodé avec des soies refendues, plus légères que des fils de la Vierge, les petites mains et les petits pieds, les seuls coins de nudité blanche qui sortaient de la royale chevelure d'or. Elle terminait la face d'une délicatesse de lys où l'or apparaissait comme le sang des veines sous l'épiderme des soies. Et cette face de soleil montait à l'horizon de la plaine bleue, emportée par les 2 anges. Lorsque Félicien entra, il eut un cri d'admiration. « Oh, elle vous ressemble !» C'était une confession involontaire, l'aveu de cette ressemblance qu'il avait mise dans son dessein. Il le comprit, devint très rouge. « C'est vrai, fillette, elle a tes beaux yeux, » dit Hubert qui s'était approché. Hubertine se contentait de sourire, ayant fait la remarque depuis longtemps, et elle parut surprise, attristée même, quand elle entendit Angélique répondre de son ancienne voix des mauvais jours. « Mes beaux yeux ? Moquez-vous de moi ? Je suis laide, je me connais bien. » Puis, se levant, se secouant, outrant son rôle de fille intéressée et froide, « Ah, c'est donc fini. J'en avais assez, un fameux poids de moins sur les épaules. Vous savez, je ne recommencerai pas pour le même prix. » Saisi, Félicien l'écoutait. Et quoi, encore l'argent ? Il l'avait senti un moment si tendre, si passionné de son art. S'était-il donc trompé, qu'il la retrouvait sensible à la seule pensée du gain, indifférente au point de se réjouir d'avoir fini et de ne plus le voir ? Depuis quelques jours, il se désespérait, cherchait vainement sous quel prétexte il pourrait revenir. Et elle ne l'aimait pas, et elle ne l'aimerait jamais. Une telle souffrance lui étreignit le cœur que ses yeux pâlirent. « Mademoiselle, n'est-ce pas vous qui montrez la mitre ?»« Non, mère fera ça beaucoup mieux. Je suis trop contente de ne plus avoir à y toucher. »« Vous n'aimez donc pas votre travail ?»« Moi, je n'aime rien. » Il fallut qu'Hubertine sévèrement la fît taire, et elle pria Félicien d'excuser cette enfant nerveuse. Elle lui dit que le lendemain, de bonne heure, la mitre serait à sa disposition. C'était un congé, mais il ne s'en allait pas. Il regardait le vieil atelier, plein d'ombre et de paix, comme si on l'eût chassé du paradis. Il avait eu là l'illusion d'heures si douces. Il sentait si douloureusement que son cœur y restait, arraché.
Ce qui le torturait, c'était de ne pouvoir s'expliquer, d'emporter l'affreuse incertitude. Enfin, il dut partir. La porte à peine refermée, Hubert demanda « Qu'as-tu donc, mon enfant? Es-tu souffrante ?»« Eh non, c'est ce garçon qui m'ennuyait. Je ne veux plus le voir. » Et Hubertine conclut alors « C'est bon, tu ne le verras plus. Seulement, rien n'empêche d'être poli. » Angélique, sous un prétexte, n'eut que le temps de monter dans sa chambre. Elle y éclata en larmes. Ah, qu'elle était heureuse et qu'elle souffrait. Son pauvre cher amour, comme il avait dû s'en aller triste. Mais s'était juré aux saintes, elle l'aimerait à en mourir, et jamais il ne le saurait.